Oui, donc elle se présente comme ça, cette équation. C'est une équation qu'on peut obtenir si on essaie de modéliser l'évolution d'une membrane, d'une membrane qui occupe tout le plan, qui s'étend sur tout le plan. Donc c'est une membrane un peu égalisée, mais il faut penser qu'elle est très grande, très grande, et elle occupe une très grande surface. Et on la modélise avec la mécanique classique de Newton, et c'est ce qu'on obtient en première approximation. Euh, cette équation des ondes. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Pour savoir comment évolue la membrane, il faut savoir à l'instant initial, en accord avec les principes de mécanique classique, où se trouve chaque particule, chaque élément de la membrane et quelle est sa vitesse de déplacement à l'instant initial. Donc voilà, ici c'est ça. Donc si on connaît la donnée initiale, l'équation permet de obtenir la position de tous les éléments de la membrane, pour tous les temps, positifs et négatifs. Alors, l'équation elle peut être obtenue aussi comme point. Donc c'est d'ailleurs une méthode de l'obtenir à partir de la mécanique classique. Donc comme point critique du Lagrangien. Lagrangien, on reconnaît ici donc je ne sais pas si les gens qui sont à distance me voient moi quand je montre des choses avec mon doigt. Donc on reconnaît la partie énergie cinétique moins la partie énergie potentielle. Donc énergie cinétique, c'est la vitesse opérée. Ici j'ai normalisé la densité de la masse qui est égale à 1. Ici donc, on a l'énergie d'élasticité, donc j'ai normalisé le module d'élasticité pour aussi être égal à 1. Voilà, donc c'est le Lagrangien. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre intuitivement, c'est que si on commence avec une perturbation d'une membrane complètement plate, mais qui est localisée en espace, donc et voilà, perturbe initialement un petit peu, mais dans un volume fini, bien localisé, la membrane. Quand le temps passe, cette perturbation va un peu partir dans toutes les directions et donc diminuer en amplitude. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on a la solution, la perturbation qui aura tendance à diminuer en norme sup, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle le comportement radiatif de la solution. Okay. Pas de questions? Donc, plus généralement, voilà, donc c'est mon exemple. Plus généralement, on dira que une EDP serait dispersive si, donc s'il y a une variable temporelle t, dans l'équation il y a une variable temporelle t et une variable d'espace x. Ok, donc c'est ce qu'on appelle une équation d'évolution. C'est ce que je me souviens quand j'étais ici au cours des équations d'évolution de Jean-Yves Chemin, au premier cours, c'est ce qu'il nous a dit. Une équation d'évolution, c'est une équation où il y a une variable t, une variable d'espace x. Et en plus, c'est une EDP d'évolution où différentes fréquences se propagent avec différentes vitesses, à des vitesses distinctes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'ai aussi des slides si vous voulez plus d'explications. Qu'est-ce que j'entends exactement par ça? Je pourrais aussi vous montrer, mais plus tard. Voilà, il n'y a pas, à ma connaissance, donc ce qui est particulier, c'est qu'on définit un peu par quel type de solution à l'équation et pas à quoi ressemble vraiment en symbole l'équation. D'accord? Donc c'est un peu particulier, mais c'est ce qui. On pense en général que c'est la meilleure définition. Il n'y a pas vraiment de définition rigoureuse qui pourrait décrire tous les cas intéressants de ce qu'on entend par équation dispersive, mais voilà, donc c'est ça l'idée. On a des exemples typiques. Donc l'équation des ondes, c'est une équation dispersive. L'équation de Schrödinger, l'équation des Clamierdanz, tout ça, ce sont des équations dispersives, linéaires. Donc tous ces exemples, je ne dis pas que toute équation dispersive doit être réversible en temps, mais des exemples typiques sont réversibles en temps.
ils ont une énergie conservée, mais pourtant, des perturbations localisées en espace vont avoir un comportement radiatif en temps grand. Voilà, en ce sens-là, c'était la solution triviale, psi constant égale à 0, était l'attracteur global du système. Toute donnée initiale finit par converger vers, en essence faible, mais quand même à cette solution triviale psi constant égale à 0. Bien, donc ça c'était le cas linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler une équation dispersive, EDP dispersive non linéaire? Bon, on dira qu'une équation EDP non linéaire est dispersive si elle est reliée à, donc s'il y a une relation avec une équation linéaire dispersive. Donc, le plus fréquemment, il s'agit de linéariser l'équation autour d'une solution qu'on connaît. Donc, par exemple, une solution constante en espace-temps, ou voilà, le plus fréquemment, oui. Donc, triviale, donc solution triviale, typiquement une solution constante en espace-temps. Donc, si une linéarisation d'une équation non linéaire sera dispersive, après dispersive, alors on va dire qu'on a affaire à une équation EDP non linéaire dispersive. Il y a plusieurs exemples en physique mathématique, comme voilà, en water wave, les modèles de relativité générale, je pense aussi on peut dire que sont dans ces cas-là. En théorie quantique des champs, on a aussi des modèles de ce type. Et voilà, des exemples typiques sont des systèmes hamiltoniens, pas tous, ok, encore une fois. Les exemples typiques sont des systèmes hamiltoniens. Ils ont donc une énergie conservée et sont réversibles en temps. Et donc, on a une question naturelle. Est-ce que les solutions petites donc, ont le comportement radiatif comme c'est le cas pour pour les équations linéaires? D'accord? Parce que comme j'ai dit, on va typiquement linéariser une équation non linéaire et si on obtient, donc on peut s'attendre à ce que la linéarisation ait le même comportement que l'équation non linéaire si les solutions sont petites. Mais c'est loin d'être évident. Donc, voici une première question qu'on peut se poser. Et une autre question naturelle, ça serait est-ce qu'il y a un attracteur global pour toutes les solutions? D'accord? Dans le cas linéaire, évidemment, il n'y a pas de différence entre petit et grand. Ici, dans les cas non linéaires, il y aura une différence importante. Donc, pour le cas petit, voilà, donc c'est ça la question. Pour le cas des solutions de taille arbitraire, est-ce qu'on peut décrire aussi une sorte d'attracteur global du flow? Donc, ça sera mon objectif, c'est de montrer des exemples qui ne sont pas cas artificiels, qui apparaissent naturellement, d'équations non linéaires dispersives, et où cet objectif peut être atteint. On peut décrire l'attracteur global. D'accord? C'est bon? Je continue. Le modèle dont je voudrais parler, c'est ce modèle des applications d'ondes en dimension d'espace 2, donc comme le premier exemple que j'ai donné, l'équation des ondes en dimension 1 plus 2. Mais cette fois-ci, je considère que les valeurs de l'application sont dans la sphère S2 et pas dans l'espace euclidien, donc comme pour l'équation des ondes habituelles, linéaires, que j'ai montré au tout début. Bien, donc comment obtenir quelque chose d'analogue à l'équation des ondes? Eh bien, donc on prend le même Lagrangiens. Ça, c'est une question très classique en mécanique de obtenir un système contraint à une variété. Donc un système contraint à une variété, un système qui est contraint à une sous-variété. Donc comment on obtient l'évolution sur une sous-variété? On prend le même Lagrangien et on calcule les points critiques, mais pour cette sous-variété. D'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe ici.
j'ai pris donc le même Lagrangien que j'ai écrit dans le cas de l'équation des ondes. Et maintenant, on va dire que les applications d'ondes seront les points critiques pour ce Lagrangien, mais parmi les applications qui vont de R1 plus 2 dans S2. Voilà les applications d'ondes. Et cette équation de Lagrange, donc l'équation des points critiques, on peut l'écrire explicitement, et on obtient ceci. L'équation wave, c'est l'équation des applications d'ondes. Et donc, parce que cette procédure, la procédure habituelle, donc l'équation vient du même Lagrangien, c'est pour ça que je peux dire que c'est un analogue géométrique de l'équation des ondes, qui est non linéaire. Qui est non linéaire. Aussi, je voudrais vous faire remarquer que on peut aussi dire que c'est un analogue lorentien, l'analogue lorentien de l'équation des applications harmoniques. Simplement parce que si on imaginait qu'on ici, j'ai le plan de Minkowski, R1 plus 2, c'est le plan de Minkowski, enfin l'espace de Minkowski de dimension 1 plus 2. Si c'était l'espace euclidien et on faisait la même procédure, alors on a bien l'équation des applications harmoniques. Donc les applications harmoniques, ça c'est le cas euclidien. Ici, on a le cas lorentien de la même équation. Pour cette équation, on a donc une énergie conservée qui est la somme de la partie cinétique et partie potentielle. Pour le Lagrangien, c'était moins, l'énergie, c'est la somme. On a un résultat facile qui est classique plutôt. Donc un résultat classique de Choquet-Brua des années 60 qui dit qu'il y a une solution, unique solution maximale pour toute donnée initiale. Donc ça c'est la théorie de Cauchy. Le problème est bien posé. Et donc on a cette question du comportement dynamique. Donc, par exemple, est-ce que c'est vrai que la solution existe tout le temps? Et si oui, est-ce qu'on peut décrire quel est son comportement quand le temps approche le temps maximal d'existence? Donc, si vous vous souvenez, j'ai mentionné deux problèmes qu'on se pose souvent pour les équations non linéaires dispersives. Donc, le premier problème était qu'est-ce qui se passe pour les solutions petites, pour les solutions à petite donnée initiale. Et donc, ce problème a été résolu par Tataru et Tao, qui ont montré que si on prend donc si on prend des données initiales qui sont petites données initiales, alors effectivement, on a convergence vers zéro localement de la solution. D'accord? Donc, pour les petites données initiales, 0, solution triviale, et l'attracteur global, enfin, le seul attracteur pour les solutions petites. Donc, voilà pour la première question. Je voudrais donc juste expliquer le mot critique ici. Donc, c'est l'équation des applications d'onde critique pour l'énergie. Critique pour l'énergie, ça signifie que donc si c'est psi qui est une application d'onde, et je change donc je fais un changement d'échelle de variables temporelles et d'espace par le même facteur. Donc évidemment, ça c'est le cas des ondes, donc ça doit être le même facteur. Temps et espace ont les mêmes unités, donc ça doit être le même facteur. Si on fait ça, alors, alors on a encore une application d'onde. Donc ça, c'est une chose, mais en plus, l'énergie de cette nouvelle solution sera la même que pour la solution de départ. C'est ce que signifie être énergie critique, critique pour l'énergie. Voilà. Si maintenant on s'intéresse aux solutions de taille arbitraire, alors ici on a ce nouveau phénomène, et c'est qu'on a des solutions stationnaires qui non triviales.
Donc, je cherche les solutions stationnaires du problème. Je tombe sur cette équation, donc, qui est l'équation des applications harmoniques en dimension 2. Et il est bien connu, donc ça c'est des résultats de Hess, Is et Wood, qui disent que des solutions, il existe des solutions de cette équation d'énergie finie. Et en fait, ils ont montré que ces solutions correspondent à des fonctions rationnelles de S2 dans S2 ou leur conjuguée complexe. Donc, en fait, on a une classification complète de toutes ces solutions. Donc, Is et Wood ont montré que toute solution suffisamment régulière, je pense C1 alpha Hölder, vérifie ça. Il y a un résultat célèbre de L1 aussi, donc encore ici, qui a montré ça juste pour l'énergie finie, les solutions d'énergie. Voilà. Et donc, ce sont des exemples de solitons. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Que ces solutions n'ont pas de comportement radiatif, parce que ce sont simplement des solutions stationnaires et il n'y a pas donc, de possibilité de décroissance locale vers une solution constante en espace-temps. D'accord, donc c'est un contre-exemple au comportement radiatif. Donc on voit que pour les solutions de taille arbitraire, il n'y a pas de possibilité d'avoir un attracteur qui est juste un point. Parce que forcément, si on cherche un attracteur global du flow, tout ça doit être contenu dans cet attracteur. Toutes ces solutions. Mais ce n'est pas suffisant. Ça peut pas être. Enfin, il serait trop naïf de s'attendre à ce que ce soit juste ça. Parce que des solitons, on peut les superposer, donc on peut considérer des superpositions de solitons. Par exemple, on peut imaginer plusieurs solitons, chacun qui sont loin les uns des autres, qui se déplacent dans des directions différentes. Parce que, par exemple, avec la transformation de Lorentz, on peut produire, si on a une solution stationnaire, on a aussi des solutions qui se déplacent à vitesse constante, en juste changeant le référentiel. Donc, on peut imaginer des superpositions de solitons qui se déplacent en directions différentes, et il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que ces solutions convergent uniformément vers zéro. Plutôt, il faut s'attendre plutôt à que ça reste une superposition de solitons. Donc, il y a cette conjecture de résolution en soliton qui dit que cet attracteur global qu'on voudrait trouver, décrire, devrait avoir une relation avec les configurations multisolitons. Donc, des configurations de plusieurs solitons, une superposition de plusieurs solitons qui sont soit éloignés les uns des autres, soit qui sont à des échelles différentes, en tout cas qui n'interagissent pas beaucoup les uns avec les autres. Et voilà, donc on appelle ça conjecture, c'est un énoncé très vague hein, quand même, qui dit, enfin, il faut, dans la plupart des cas, il faudrait s'attendre à ça à peu près. Donc c'est une tentative d'essayer de décrire ce comportement, cet attracteur global. Et oui, donc notre objectif, ça sera de montrer précisément dans un cas particulier qu'est-ce que ça devient cette conjecture de résolution solide. Mais pour ça, je vais simplifier le problème. Donc, je vais considérer seulement des solutions qui s'appellent des solutions équivalentes. Donc, des applications d'ondes dans le cas équivariant. C'est une réduction symétrique, donc une procédure qui est aussi assez typique. À chaque fois qu'on a un sous-ensemble, dans l'espace des phases, on a un sous-ensemble, sous-classe de solutions. Un sous-ensemble de l'espace des phases qui est préservé par le flow. Alors, on s'en sert typiquement pour réduire le problème à un problème plus simple. Par exemple, de réduire un problème au problème juste sur les données à symétrie sphérique. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est analogue à la réduction à la symétrie sphérique si le problème préserve la symétrie sphérique.
Ici, on a une symétrie qui est préservée par le flow, qui est donnée par cette formule. Donc, on va considérer seulement des applications. Donc, je rappelle, c'est les applications qui vont de R1 plus 2. Ici, dans R2, j'ai utilisé les coordonnées polaires. Dans S2, et sur S2, j'ai utilisé les coordonnées sphériques. Et donc, on choisit un nombre entier strictement positif, K, et on va regarder des solutions de cette forme-là. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que donc, changement par l'angle θ dans le domaine va correspondre à un changement d'angle, une rotation par l'angle K fois θ sur la sphère. Et c'est une fonction K équivariante, donc avec le degré, avec K, ce qu'on appelle des degrés d'équivariance K. Et si on fait ça, alors on est réduit à une équation scalaire, équation des ondes scalaires. Puis pour K choisi, K on fixe K, on obtient cette équation, qui est comme une équation des ondes en dimension 2, radiale, d'accord, c'est le Laplacien radial en dimension 2, et puis cette partie qui est une fonction non linéaire. Et c'est cette équation-là qu'on étudie par la suite. Donc, il y a les premiers résultats pour des solutions de taille arbitraire pour cette équation simplifiée, qui ont été obtenus par Kissodoulou, Chatat, Tabildar-Zadeh dans les années 90 et aussi par Spool au début des années 2000. Mais je ne vais pas ici entrer dans les détails de ce qu'ils ont obtenu, mais en tout cas, la différence, c'est que pour l'équation complète, avant la réduction, il n'y avait pas de résultat pour des solutions de taille arbitraire. Il y a toujours une contrainte, soit la donnée initiale doit être petite, soit il y a en tout cas une contrainte sur la taille de la donnée initiale. Ici, pour cette équation réduite, il n'y avait plus de contrainte, donc on a beaucoup plus d'espoir pour décrire la taille globale pour toutes les solutions. Alors, le soliton, ça devient ça. Donc, Q lambda, on a cette formule écrite ici, 2 arcs tangents de R puissance K sur lambda puissance K. Donc, j'ai mentionné que les solitons, ça correspond à des applications rationnelles ou leur complexe conjugué. Donc, ici, si on veut que l'application soit K équivariante, il reste essentiellement 4. Donc, c'est Z à la puissance K, Z complexe conjugué à la puissance K, 1 sur Z à la puissance K, 1 sur Z complexe conjugué à la puissance K. Donc, ce qui correspond à plus ou moins Q lambda, et on peut rajouter, on peut rajouter pi éventuellement. Donc, ça, c'est ces 4 applications harmoniques. Il faut penser que c'est Q lambda ou moins Q lambda, ou Q lambda plus, Q lambda moins pi. Voilà, donc c'est pour ça que ça correspond. Ici, j'ai écrit juste une seule formule, alors qu'il y a 4 fonctions rationnelles et K équivalentes, c'est pour cette raison-là. Donc, toutes les 4 s'obtiennent très facilement par Q lambda. Donc, pour simplifier, j'ai juste introduit une seule fonction Q lambda. Et ici, lambda, c'est l'échelle spatiale, d'accord? Donc, c'est la taille caractéristique de cet objet. Et une configuration multibulle, ça sera donc une superposition de bulles, donc de Q lambda, qui ont des échelles différentes. Et ici, je vais penser que la première échelle est beaucoup plus petite que la deuxième, lambda 1 beaucoup plus petit que lambda 2, etc., beaucoup plus petit que lambda m, où m, c'est le nombre des bulles, le nombre des cellules. Voilà, donc ça ressemble à ça, multisoliton. Ici, avec m égale 3, on prend m égale à 3. Oui, donc la première bulle, elle va de là à là, donc c'est la première bulle. Après, on voit la deuxième bulle, à peu près de là à là, ok. Et la troisième bulle, on va de là à là, et ça pourrait continuer comme ça. Donc ici, on a bien 3. Et
Oui, donc ça, c'est cet objet-là qui devrait correspondre à l'attracteur global. Donc, le résultat qu'on a obtenu avec un Joule, il est le suivant. Si solution de mon équation des applications d'onde de K équivalente, supposons que cette solution existe pour tout temps, alors quand le temps devient grand, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, cette solution se décompose en une superposition d'une configuration multibulle avec des échelles qui dépendent de temps. Donc, on a. Pardon, je reviens à mon image ici. Donc, ici, donc, est-ce que je l'ai dit quand j'ai parlé des solitons dans le cas général, c'est que donc un soliton, oui, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire. Donc, les solitons, ils sont mini-univers d'énergie dans leur classe topologique, même dans le cas général. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une certaine stabilité. Donc, si on commençait avec ces données initiales, cette partie de la solution, par exemple, elle peut pas faire n'importe quoi parce que la solution, la forme de la solution, de là à là, minimise l'énergie qui est nécessaire pour aller de 0 à pi. Et donc, cette forme, elle va rester comme ça parce qu'il n'y a pas d'énergie pour s'éloigner. Et pareil de là à là, et pareil de là à là. Donc, la seule chose qui peut se passer, si une configuration comme ça commence à évoluer, c'est que l'échelle change. Donc, cette partie pourrait évoluer, commencer à évoluer, et par exemple, cette échelle pourrait croître. Bon, je vais quand même, je pense que je suis bien avec le temps, donc je vais essayer de montrer cette vidéo que j'ai faite comme j'ai suis au LJLL. Je peux me permettre peut-être de montrer une petite simulation, euh, un peu artisanale quand même. Donc voilà, voilà comment ça évolue. Donc ici, j'ai une bulle et une deuxième bulle. Okay, donc il n'y en a que deux ici. Euh, et ça évolue de cette manière. Ah, donc je vais accélérer un peu parce que d'abord ça évolue pas beaucoup. Comme j'ai dit, l'interaction est faible entre les deux bulles si les échelles sont très différentes. Mais maintenant, quand les échelles, voilà, donc la deuxième bulle, la forme elle est restée à peu près la même. Ici, la forme elle reste la même, mais l'échelle change. Donc c'est juste le changement d'échelle qui se passe jusqu'au moment où l'échelle devient comparable. Et là, voilà. Et là, donc là, elles ont disparu en collision, en une sorte de collision. Donc c'est ce que je vais appeler collision. Et après, voilà, elles ont disparu et n'ont plus apparaître. Mais au début, il n'y a pas de possibilité. Tant que les échelles sont très éloignées, il n'y a pas d'autre possibilité pour l'évolution que rester au voisinage d'un soliton, parce que ça demande de l'énergie pour s'éloigner, il n'y a pas d'énergie. Tant que les échelles sont très distantes. Ok, donc maintenant, s'il va falloir ça, je vais quitter et il va falloir revenir en mode plein écran. Ok, bah, Tu peux cliquer sur OK, ça très vite d'enregistrer. ok. Voilà. C'est bon. Euh, oui, donc l'évolution à partir d'un état comme ça, mais multibule, ça consiste à donc certainement l'échelle peut changer, ok? Peut dépendre du temps. Et donc le résultat dit que en temps long, c'est une euh, euh, superposition d'une configuration multibule avec des échelles qui dépendent du temps et telles que les ratios des échelles convergent vers zéro. Okay, donc, que les interactions entre les bulles voisines convergent vers zéro. Donc, lambda 1 est beaucoup plus petit que lambda 2, qui est beaucoup plus petit que lambda 3, etc. Et beaucoup plus petit, signifiant précisément que les ratios convergent vers zéro quand le temps converge vers l'infini. Donc, superposition de ça, de la radiation, donc qui est solution de l'équation linéaire des ondes, donc j'ai mentionné au tout début, et d'un terme de reste
dont l'énergie converge vers zéro. Et donc, parenthèse, cette condition implique automatiquement que convergence est uniforme vers zéro. Donc, les points, ça converge uniforme vers zéro, ça j'ai mentionné au tout début. Et ça, c'est automatique, c'est l'injection de Sobolev qui dit que, essentiellement, qui dit que ça aussi doit converger uniformément vers zéro. Donc, c'est une superposition bimultipule et de quelque chose qui converge uniformément vers zéro. Donc, en ce sens-là, on a trouvé l'attracteur global. Donc, l'attracteur global consiste, correspond effectivement de multibules, qui, c'est ce qui est prédit effectivement par la conjecture de résolution solide. Ici, il y avait cette hypothèse supplémentaire que le temps est global, le temps d'existence est infini. S'il n'est pas infini, on montre aussi un résultat très similaire dans ce cas-là. Alors, dans le cas, si k égale à 1, alors le théorème a été montré par Bucher, Scanning, Martel et Merle la même année, un peu avant nous, qui utilisait une approche différente qu'ils appelaient canaux d'énergie. Et aussi, si, donc je vous ai mentionné ici, c'est un résultat qui dit s'il y a attracteur global, comment dire, que l'attracteur global est contenu dans les configurations multibules, mais on ne sait pas si c'est vraiment égalité. Et ce résultat dit ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait dans l'autre sens? Que si k est plus grand que 2, alors il existe une solution qui contient deux bulles. Donc, ça, c'est mon résultat de ma thèse en 2016. Donc, au moins, il y a des configurations de deux bulles qui existent vraiment. Qui existent, enfin, qui existent. Si k est k plus grand que 2. Voilà. Est-ce que seulement il y a des questions par rapport à la formulation du théorème? Donc, quelques mots sur les motivations. Il y a, quand on parle de la résolution en soliton, on donne typiquement, donc, on mentionne typiquement ces expériences numériques de Fermi, Pasta et Ulam en 55, mais qui ont été faits pour un modèle différent et pas exactement dans le même but, mais qui ont été à la base de. Donc, les résultats de ces expériences ont été à la base. Donc, la motivation, la source, le premier pas, parce qu'ils ont quelque part remarqué que l'évolution du système n'est pas ce à quoi on s'attend, et l'explication plus tard était que c'était cette émergence de solitons qui était la raison d'une sorte de paradoxe qu'ils ont remarqué. Il y a aussi des questions comme ça dans la théorie des systèmes intégrales, où on parle beaucoup de solitons. Et il y a aussi des résultats de type résolution soliton qui sont démontrés dans ces cas-là. Aussi des problèmes analogues pour des équations elliptiques ou des problèmes paraboliques. Donc, c'est ce qu'on appelle le bobbing. Et donc, dans le cas elliptique, c'était des résultats de Sachs et Uhlenbeck, les premiers résultats de Sachs et Uhlenbeck. Et dans le cas parabolique, je trouvais dans les années 40. Et finalement, pour nous, donc la motivation directe, pour nous, c'était une série de travaux de Duperskun-Wigner entre 2012 et 2022 sur l'équation des ondes critiques pour l'énergie, qui est très similaire, qui a des propriétés très similaires à l'équation qu'on est en train d'étudier. Et voilà, donc ces auteurs ont publié des travaux sur les problèmes de résolution en soliton. Et ils ont introduit cette méthode des canaux d'énergie qui est différente de la nôtre. Donc, ils n'ont pas suivi le même chemin, mais il y a des morceaux de leur travail qui sont très pertinents pour nous aussi, évidemment. Donc, je vais mentionner tout à l'heure un petit peu. Voilà, donc on a en particulier donc, ces résultats qui viennent un peu de cette école de Koenig et Merle. Donc, la résolution séquentielle en temps du problème qu'on a étudié, ça a été fait par Cote
et par Dia et Koenig. Ici, il y a une différence entre les deux. Donc, Code, c'est pour k égale à 1, et k égale à 1, Dia et Koenig, c'est pour k plus grand que 2. Enfin, pour k égale à 2, mais leur preuve se généralise facilement pour k plus grand que 2. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire séquencier en temps? Ça veut dire qu'on a une émergence pour toute solution, ils ont démontré qu'il y a donc il y a une configuration multisolution, mais pour une suite de temps bien choisie. Donc, pour une suite de temps, la solution converge vers une superposition de solutons, vers une configuration multibulle. Donc, c'est assez différent. Du point de vue dynamique, c'est très différent parce qu'en dynamique, on sait que une solution d'un système dynamique peut se balader de manière assez chaotique dans l'espace des phases. Donc, le fait de démontrer pour une suite de temps, pour le temps continu, ça, c'est quand même une vraie différence. Néanmoins, puisque ils ont déjà démontré la convergence pour une suite de temps, donc pour démontrer une convergence en temps continu, il suffit de montrer un lemme de non-retour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut montrer que si on a une solution qui est proche d'une configuration multibulle, et ensuite elle est détruite, cette configuration, donc avec une collision qu'on a vue sur la vidéo, que j'ai montrée, et il y avait deux solutons qui sont annihilés. Donc il y a une collision. Alors on ne peut pas revenir à une configuration multibulle. D'accord? Donc sur la vidéo, on a bien vu que ça, c'est pas possible. Mais bon, va falloir le montrer. Donc, en termes de système dynamique, je pourrais dire qu'il y a non-existence de orbite homocline ou hétérocline, qui relie multibule avec elle-même, une multibule avec elle-même, donc configuration multibule avec elle-même. Et donc, l'aime de non-retour, on a été inspiré ici, quand on a commencé à se poser ce type de questions, par des travaux de Dukersmer et de Nakanishi-Shak, qui montraient ça pour l'équation des ondes ou de Klein-Gordon non linéaire, pour un seul soliton. Donc, il se trouve que pour ces modèles, un seul soliton n'est pas stable, il y a une instabilité non linéaire, donc ils se sont posé la question, si je pars avec une direction d'instabilité linéaire du voisinage d'un soliton, est-ce que je peux revenir à un soliton? Ils ont montré que c'était pas possible. Voilà, mais ça c'était pour un seul soliton. Ici, on considère des configurations multiples. Donc, on a montré ça pour des superpositions de deux bulles en 2018 avec Laurie, dans les cas où il n'y avait pas de radiation, de composante radiative. Et là, on a donc réduit le problème à un problème à un EDO sur les échelles des bulles. Donc, ça, c'était la première étape. Ça permet de donner, d'avoir des informations quantitatives sur les collisions. D'accord? Parce qu'avant que la collision ne se produise, la seule chose qui peut se passer, c'est cette évolution des échelles des bulles, comme on a vu, j'ai expliqué aussi, on a vu sur la vidéo. Et ensuite, on a exploité une fonction de Lyapunov qui est obtenue de l'identité de Viriel. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, dans ce travail, pour montrer vraiment la résolution en soliton, donc l'accord essentiel, nouveau, ça a été d'identifier l'échelle spatiale et temporelle pertinente, ici pour analyser les collisions. Donc, en gros, sans rentrer dans les détails, on a vu une collision de deux bulles sur la vidéo. On peut imaginer qu'il y a une troisième bulle encore plus loin, qui ne participe pas à la collision. Donc, pour faire le non-retour, on ne va pas se préoccuper de la troisième bulle, on va juste regarder l'échelle. Donc, l'échelle spatiale et temporelle pertinente pour ce problème, c'est juste les deux bulles qui collisionnent. Et c'est ça qui. Et donc, la fonction de Lyapunov, il faut la localiser à cette région où vraiment les collisions se passent. Voilà. Donc, je vais dire un petit peu sur cette équation dans les slides suivants. Je vais montrer, je vais revenir à cette même idée, l'expliquer un petit peu plus en détail sur le dernier slide. Voilà, donc c'était le premier résultat. Parce que donc le résumé de l'exposé disait deux résultats de la solution sur le temps. Donc, je passe au deuxième résultat, qui concerne l'équation de la chaleur, cette fois-ci, qui n'est pas une équation dispersive, mais
Bon, c'est-à-dire que ok, donc j'introduis le modèle, après je fais des commentaires. Donc, on considère la fonction d'énergie qui est l'énergie potentielle la même que tout à l'heure. Les applications sont toujours à valeur dans SE. Ok, mais maintenant, au lieu de considérer les points critiques pour les Lagrangiens dans le cas laurentien, on considère le cas parabolique, donc on considère le flot gradient pour cette énergie. Et ce flot gradient, il se présente comme ça. C'est l'équation qu'on regarde, une équation de la chaleur en dimension 2 avec cette norme hiérarchique. Ok, est-ce que c'est ce qu'on appelle le flot de la chaleur des applications harmoniques, qui a été introduit par L. Simpson en 64. Et donc, il y a le célèbre article de Hamilton qui a introduit le flot de Ricci, et il mentionne qu'il a été inspiré par ce travail. J'ai vérifié, il mentionne vraiment ce papier. Pour introduire le flot de Ricci, le célèbre flot de Ricci. Les applications harmoniques sont les mêmes. D'accord? Si on cherche les applications, les solutions stationnaires sont les mêmes. Donc, l'équation des solutions stationnaires, ça sera ceci égale à 0, qui est la même chose que tout à l'heure. Et donc, on connaît les solutions stationnaires, ce sont les applications harmoniques. Et la question est similaire. Est-ce qu'on peut décrire le comportement global, donc la facteur globale du flot? Pour l'équation de la chaleur, ça devrait être beaucoup plus simple parce que, enfin, pour la chaleur, l'énergie est dissipée, donc ça devrait converger en quelque sorte vers les minimiseurs d'énergie. Mais bon, il y a néanmoins ces caractères critiques pour l'énergie qui permettent au but de se concentrer. Et donc, il n'est pas exclu que malgré le fait qu'il y ait dissipation de l'énergie, il y a concentration, parce que concentration ne fait pas perdre de l'énergie ici. C'est énergie critique, donc c'est exactement la même énergie. Et il y a donc le problème analogue qui se pose. Donc, convergence vers une multipule pour une suite de temps, donc analogue à ces résultats séquentiels que j'ai mentionnés, ça a été fait par Ching et Tien dans les 97. Et on a un résultat l'année dernière, avec toujours un Dullory et Wittgenstein, cette fois-ci, qui dit qu'il y a convergence en temps continu. Donc, si une solution de l'équation de la chaleur, des applications harmoniques, aussi supposons qu'elle est globale, le temps maximal d'existence est infini, alors, quand le temps est grand, la solution se décompose en une superposition d'une configuration multibule et d'un terme de reste qui converge vers zéro dans l'espace d'énergie et uniformément. Donc ici, il n'y a plus de terme de radiation parce que pour l'équation de la chaleur, c'est l'énergie de la radiation converge vers zéro. Donc la radiation, il n'y en a plus. Ok, ce n'est pas une équation dispersive, c'est l'équation de la chaleur, il n'y a pas de radiation. Et donc, alors on a encore une fois un résultat très analogue dans le cas de explosion en temps fini, donc quand le temps maximal d'existence est fini. Et à l'opposé du cas des applications d'ondes que j'ai décrit pendant tout l'exposé, ici il n'y a pas de réduction symétrique, c'est vraiment pour toutes les données initiales qu'on fait ça. Et donc, les configurations multibules, ça peut être beaucoup plus compliqué que ce que j'ai montré sur des images. Donc, ça peut être deux bulles qui sont éloignées les unes des autres, qui sont au-dessus les unes des autres. On peut avoir une bulle et qui a trois oreilles, qui sont encore des bulles plus concentrées, etc. Et oui, ça j'ai oublié de mentionner, parce que Jean-Michel Coran a beaucoup travaillé sur ça, encore un accent local, je pense. Mais oui, donc c'est sur ces configurations multibules très compliquées.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'énoncé? S'il n'y en a pas, alors j'ai encore, je pense, 5 minutes. Donc, je vais dire 2 mots sur la preuve. Donc, ici, on étudie aussi des collisions. Mais des collisions sont un peu différentes. C'est-à-dire que on définit D qui est une sorte de distance à une configuration multibulle. Peu importe comment elle est définie exactement, mais intuitivement, si D est petit, alors ça veut dire que la solution est proche du multibulle. Et on va regarder une suite de ce qu'on appelle intervalle de collision, mais des collisions, intervalles de collision dans le cas des ondes, et ça serait, je suis proche du multibulle, je m'éloigne, et je suis de nouveau proche. Tout ça, ça c'est un intervalle de collision, il fallait montrer que ça n'existait pas. Ici, c'est un peu plus simple. Donc, il suffit de prendre une suite d'intervalles tels que en point AN, donc c'est le temps AN, je suis proche du multibulle et je m'éloigne. Donc en BN, je ne suis plus proche du multibulle. Et on va montrer qu'on ne peut pas avoir une suite infinie d'intervalles comme ça. Et la preuve sera finie parce qu'on sait que pour une suite de temps, il y a convergence vers une multibulle d'après le résultat de Ching-Etienne. Donc, on identifie les échelles spatiales et temporelles pertinentes. Premier point, c'est qu'il y a quantisation d'énergie pour les applications harmoniques. L'énergie d'une application harmonique, c'est 4π fois son degré topologique. Et donc maintenant, on dit la chose suivante, soit grand K, le nombre minimal tel qu'il y a des intervalles de collision avec K bulles, grand K bulles, K soliton. Donc intuitivement, il y a K bulles qui sont détruites pendant la collision. OK, ici, donc en AN, tout est une multibulle. Ici en BN, ce n'est pas une multibulle. Donc il y a certaines bulles qui ont été détruites, mais pas toutes peut-être. Donc on compte celles qui ont été détruites et soit K le nombre qui a été détruit. Okay. Peut-être ce nombre diffère en fonction de la suite des temps qu'on prend. Peut-être pour une autre suite des intervalles de collision, il y a moins de bulles qui ont été détruites. Donc on prend l'intervalle qui donne le nombre le moindre possible. Okay. Et appelons lambda, appelons lambda l'échelle la plus grande de toutes ces bulles qui collisionnent, qui entrent en collision, parmi les cas. Donc, qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de dire que la duration, donc duration c'est français, ça? Durée, oui, ben, merci, durée, oui, ben, j'avais un doute quand même. Durée, tu vois, de la collision, ça doit être au moins égal à lambda au carré. Enfin, lambda, ça change, ça varie avec n. Okay, donc, pour chaque intervalle de collision, on a un certain nombre de bulles. Donc, lambda n, j'aurais dû écrire ici. Lambda n, l'échelle la plus grande. Donc, la durée d'une collision, ça doit être au moins lambda n au carré. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse de propagation pour l'équation de la chaleur. Enfin, on sait qu'on dit aux étudiants que la vitesse de propagation c'est infini, mais on sait aussi que c'est pas vrai, parce que on a le noyau de la chaleur qui dit que essentiellement c'est lambda au carré. Enfin, en dehors, il y a très peu d'énergie qui se propage. Donc, c'est pour cette raison. Okay, je sais qu'il y a une bulle dont la taille caractéristique est égale à lambda. Cette bulle ne peut pas être détruite en temps beaucoup plus petit que lambda au carré, parce que simplement, c'est la vitesse de propagation qui l'empêche, donc qui l'en empêche. En même temps, on a une identité d'énergie. Donc, énergie décroît comme moins, donc tension au carré, okay, moins la norme L2 du membre de droite au carré. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que cette chose va être beaucoup plus petite que lambda puissance moins 1, parce que sinon, on va intégrer ça en temps, on va obtenir un plus infini, d'accord? Parce que si je prends ça au carré, je multiplie par la durée, c'est lambda au carré, et ça prend une infinité de fois, ça donne infini, donc c'est pas possible. Donc j'ai ça. Et là, on a le lemme de compacité qui est essentiellement une réformulation du résultat de Ching-Etienne, qui dit la chose suivante. Maintenant, soit phi m une application, juste il n'y a plus de temps ici, c'est un détail elliptique. Donc, on a une application de R2 dans S2, tel que cette tension, donc la norme L2 du membre de droite de l'équation, est beaucoup plus petit que ρn moins 1.
Donc, on a une suite, d'accord, une suite d'applications comme ça avec cette condition. La tension multipliée par n converge vers 0. Alors, disent-ils, donc Ting et Tien, alors phi n converge vers une multibule dans des disques de rayon ρ n. Et dans des disques de rayon ρ n, donc c'est normal, parce que plus ρ n est petit, alors moins forte est cette hypothèse et moins forte aussi la conclusion, parce que c'est seulement dans des disques de rayon ρ n que ça converge vers des multibules, ici. Okay. Et donc, les deux nous mènent à une contradiction ici, parce que ici, ça veut dire que ça doit être une multibule dans des disques de rayon lambda, alors qu'on a supposé que c'était plus le cas, qu'il y avait une collision. Donc, une collision, que cette bulle était détruite. Et bon, on obtient donc, en fait, elle n'est pas détruite, mais si elle n'est pas détruite, alors qu'elle n'est pas minimale, parce que c'est les autres qui sont détruites. Mais si elle n'est pas détruite, alors elle ne rentre pas dans les cas, et dans les grands cas bulles qui sont détruites, et ça mène à une contradiction. Voilà, donc ça c'est pour la partie énergétique en quelque sorte. On a la partie de convergence uniforme qui est différente ici parce qu'il n'y a pas d'injection des Sobolev en dimension 2. L infini, H1 ne s'injecte pas dans L infini, et donc il y a besoin d'arguments supplémentaires qui sont assez différents, mais qui, donc ça c'est la première étape. Et pour la convergence uniforme, il faut compléter ça par des arguments techniques. D'autres arguments que je vais pas, dont je ne vais pas parler ici. Donc je m'arrête ici. Merci beaucoup. Déjà, question bête, si on compare aux autres systèmes intégrables, je citais le début de l'histoire, Gabowski, Kruskal, etc. C'est Schrödinger non linéaire, c'est KDV. En fait, ils ont fait ça pour comprendre ce qui se passait dans une boîte. Le cas du système en soliton, c'est venu dans leurs calculs, mais le problème qu'ils regardaient, c'était un problème de fusion contrôlée, et c'était l'interaction de choses qui bougent dans une boîte qui est beaucoup plus proche des expériences de Peale de la turbulence faible. Alors que du coup, bon, quand je regarde ce que tu as fait là, je me demande est-ce qu'il y a un analogue naturel ou une comparaison entre les états que tu as à l'infini, comme ça, une solide scattering, et lorsque tu regardes ça dans une boîte, où tu vas avoir quand même des solitons, mais qui ne vont pas rester vrais solitons, mais qui vont interagir. Est-ce qu'il y a un gap? Est-ce qu'il y a... Quelle est la physique qui motive ce type de problème? Par exemple, est-ce que ça peut aider dans ce genre de questions, je suppose? Oui, en temps infini, ça ne sera certainement pas possible si c'est une boîte. Après, combien de temps il faut attendre pour éventuellement voir interagir tel et tel soliton avec un autre et voir la partie radiative suffisamment décroître avant d'être réfléchi par... Ça se passe avant, oui. Personne n'a quantifié ça pour les systèmes ici non intégrables. Donc, les gens regardaient les systèmes intégrables parce que c'était ça qu'ils avaient sous la main. Oui, donc dans ces expériences numériques, oui, toute expérience numérique a été faite dans un domaine fini. Donc pourquoi Fermi Pascaoulam, ils ont vu des choses bizarres dans les graphes de l'énergie. Donc calculer l'énergie, différents modes, quel mode contenait combien d'énergie, ils ont vu que c'était pas ce à quoi il faudrait s'attendre. Et je pense que c'est plus tard qu'il y a peut-être une sorte de soliton qui commence à émerger, mais après il sera détruit après un certain temps et ça va continuer comme ça. Donc il n'y aura pas pour eux la résolution soliton.
Parce qu'à la fin, ils veulent tailler comme ce que tu expliques. Oui, oui, c'est une situation qui est très idéalisée par rapport à ces expériences initiales, oui, certainement. Mais je pense que la vraie situation, donc cette situation plus proche de la motivation initiale, ça n'a pas été traité. Enfin, personne n'a calculé, essayé d'estimer est-ce que à telle et telle taille du domaine, quel effet sera visible euh, et, ou quel effet on a la chance, la possibilité même théorique d'observer d'interaction de solitons, d'émergence de solitons dans un domaine fini. Il y a d'autres questions? Vas-y. Tu as mentionné dans le cadre des applications d'ondes des résultats qui étaient vrais pour k égale 1 et k plus grand que 1. Qu'est-ce qui change analytiquement quand on a k égale 1? Alors, qu'est-ce qui change analytiquement? Alors, ah oui, dans le résultat d'existence. Le début, c'est que, alors, donc ça repose existence de multipules pour ces constructions, enfin, ma construction à moi. Ça reposait sur le calcul des interactions entre les solitons. Et ces interactions sont différentes en fonction du cas, de ce nombre de cas. Donc, on a vu, donc j'ai montré la vidéo. La vidéo, je pense que je l'ai faite pour k égale à 2. Mais ça fait tellement longtemps que je ne suis plus très sûr. Pour k égale à 2. Et donc, on a vu en tout cas que le second soliton ne va pas trop bouger. Et le premier bouge. Donc, si je dis que l'échelle du deuxième est 1, alors c'est le premier qui aura une certaine équation différentielle qui va décrire son évolution. Donc, l'équation différentielle qui décrit son évolution, elle est celle-là, égale à plus à lambda à la puissance k moins 1. Ouais. Si k est plus grand que 1. Mais on voit déjà que le k égale à 2 est en quelque sorte critique parce que là, c'est une fonction exponentielle, solution de ça. Donc on peut imaginer que pour k égale à 1, c'est autre chose qui va se passer et il n'y aura plus de solution globale, c'est EDO. Donc c'est ça la raison pour laquelle un objet comme ça n'a pas été construit, mais il n'y a pas de preuve que ça n'existait pas. Il y a plus de dispersion. Pour K plus grand, oui, mais oui. Donc ça c'est donc ça c'est la preuve de la résolution soliton. Pour notre méthode, on ne le voit pas vraiment de différence. Pour l'autre méthode, apparemment il y a oui, il y a une différence pour la méthode, mais bon, moi je ne suis pas compétent pour expliquer le travail de Lucas Ringberg. C'est restreint à k égale 1. Donc, il y a une priori, c'est difficile à étendre à k. Oui, je sais, mais moi, je sais pas. C'est pas notre travail. C'est pas lié à l'indice de Morse, justement, du soliton vu dans le cas elliptique, qui est 0 dans le cas 1 et qui a pas de... Oui, la décroissance du soliton, parce qu'effectivement, z au carré, ça converge plus vite vers 0 dans le pôle. En 0, enfin, ça converge plus vite vers le pôle en 0 que pour k égale à 1, où c'est juste z, ça correspond à la fonction z. Oui. Et donc, c'est ça qui implique qu'il y a moins d'interactions pour la même taille. Enfin, plus grand est k, plus petit est ce nombre coulomb de petit, donc moins, ça interagit moins en quelque sorte, avec k plus grand. C'est pas pour la dimension supérieure. Pour quel problème? Similaire pour l'autre dimension. Parce que ici, il y a le cas dimension de l'espace du domaine. Donc, c'est des problèmes surcritiques où il y a d'autres solutions. Oui, donc c'est pour ça, oui, en fait, donc en dimension plus grande, il y a la possibilité d'explosion par des solutions autosimilaires pour l'équation des applications d'ondes. Et oui, donc merci pour cette question, parce qu'effectivement, donc j'ai dit conjecture des résonances soliton, mais j'ai pris quand même la précaution de dire
pour la plupart des modèles, enfin pour des modèles qu'on veut, et on va écarter d'autres modèles. Bon, par exemple, pour ces modèles-là, et c'est pas vrai, la résolution soliton, parce qu'il y a le blow-up typique, et quand on lance une simulation numérique, on va presque tout le temps voir le blow-up. Mais c'est pas un blow-up qui est lié à un soliton, c'est lié à une autre solution, qui est lié à une solution autosimilaire. Oui. Donc, non, il n'y a pas de résolution soliton. Mais c'est juste pas vrai. Donc, on dimension aussi le domaine à dimension plus grande que 3. On pourrait prendre une équation critique avec une autre puissance et en dimension monstruelle. On peut prendre P égale phi à la puissance 5 en dimension 3. Oui, oui, Ça devrait marcher. Oui, 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 alors ça, c'est le résultat de la série des travaux du Kurzgen-Humain. J'ai vu, t'as une question, vas-y. Justement, je voulais rebondir, tu as parlé sur critique et sous-critique. Alors, parce que tu es dans le cas critique, en sous-critique, ça aurait bien. Il y a plein d'explications sous-critiques. Tu as envie de dire que tu as distance globale et tu dois avoir la résolution de ce Oui, pour Klein-Gordon, par exemple, sous-critique, oui. Oui, pour Klein-Gordon, alors il y a des résultats. J'ai par exemple un résultat avec Gongchen sur la stabilité de multisolitons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un résultat analogue, donc que les configurations de multisolitons sont l'attracteur si tu démarres proche d'une configuration multiple. Donc, il n'y a pas encore l'équivalent pour n'importe quelle donnée initiale, c'est ouvert. C'est ouvert, oui. C'est ouvert. Parce que souvent, on commence à penser que les problèmes sous-critiques sont puissants. Et là, ça paraît. Bon, oui. Pour les questions dynamiques, la criticité ou criticalité aide parce que l'énergie a une signification. Parce que donc, comportement global, ça veut dire le temps tend vers plus infini. Mais si t tend vers plus infini, t divisé par lambda aussi tend vers plus infini. Alors que si tu as un problème sous-critique, tu vas changer l'échelle et ton énergie sera autre chose. Donc tu peux pas, l'énergie, on ne s'attend pas à ce que l'énergie te dise quelque chose sur comment on va se comporter là. Oui. Donc de ce point de vue, c'est plus facile, oui. Pour les questions dynamiques, c'est plus facile de traiter les modèles critiques pour l'énergie ou pour une autre loi des conservations. Mais si je parle, on pense quand même que c'est vrai. Donc, il y a peut-être mentionné, je pense quand même que c'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai, bon, parce que donc, dans les cas où on sait que c'est pas vrai, il y a déjà au voisinage de solitons où ça se casse un peu la figure. Donc là, on sait qu'au voisinage c'est vrai, ça devrait être vrai. Parce que je ne connais pas d'exemple où c'est pas vrai où c'est vrai au voisinage, mais c'est pas vrai en général. Parce que même pour des choses comme Klein-Gordon, il y a wobbling king, ça dépend aussi si c'est un contre-exemple ou pas, ça dépend quelle topologie on regarde, mais en tout cas, c'est toujours au voisinage qu'il y a déjà des contre-exemples, au voisinage des solitudes. S'il n'y a plus de questions, on va remercier Etienne.